Bonjour, je m'appelle Ludivine Bantini, je suis historienne, je travaille à l'Université de Rouen et j'ai publié au début de cette année 2018 un ouvrage paru aux éditions du Seuil qui s'appelle 1968, de grand soir en petit matin. Alors il y a 50 ans, jour pour jour, le 9 mai 1968, Louis Aragon se faisait huer pas très loin d'ici par les étudiants de la Sorbonne. De quoi cette hostilité à l'égard du poète communiste était-elle le nom d'après vous? Je crois qu'il y avait une certaine méfiance à l'égard d'une tradition stalinienne. Je crois que Louis Aragon n'avait pas hésité à s'en réclamer dans une certaine mesure. Et c'est vrai que c'est un épisode qui est à la fois très chargé politiquement et un peu triste aussi, parce qu'Aragon, justement, venait discuter, venait tendre la main dans une certaine mesure aux étudiants mobilisés. Là, on retrouve un clivage assez radical sur la question tout simplement de la stratégie et des perspectives d'avenir dessinées d'une part par le Parti communiste et d'autre part par les groupes révolutionnaires. Alors le Parti communiste a eu du mal à démarrer le mouvement de 68 et justement lundi je recevais Roger Martelly qui vient de publier un livre sur les communistes en 68. Il vous a posé une question, il vous demande qu'est-ce que vous diriez si vous deviez répondre à la question que faut-il garder de mai 68? Que faut-il garder? Il faut garder à la fois l'imagination politique, mais la puissance de la créativité. J'ai été fascinée par la force des projets politiques, du souhait d'une alternative véritablement. Relever la tête, retrouver une dignité, se sentir légitime à prendre la parole et à faire du commun, voilà, à s'approprier la chose politique sans la laisser aux professionnels. Qu'est-ce qu'il faudrait oublier? Qu'est-ce qu'il faudrait oublier? Il faudrait oublier... Non, on ne peut rien oublier parce que le moment historique doit demeurer dans sa complexité. Mais on aimerait oublier la défaite aussi qu'a représenté dans une certaine mesure 1968, que ça débouche, que cette grève générale de 10 millions de personnes qui s'arrêtent de travailler et qui réfléchissent, qui pensent à d'autres mondes possibles, débouche sur des résultats, somme toute, sur le moment assez minces. Alors ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous rappelez que 68, ça n'est pas qu'un mouvement étudiant, voire ça n'est même pas au démarrage un mouvement étudiant. Vous rappelez qu'il y a la paysannerie de mobiliser, les ouvriers évidemment, les artistes. C'est ça aussi, mai 68, c'est une pluralité de corps et de professions qui sont mobilisés. Oui. Les historiens Xavier Vignat et Michel Sancarini-Fournel avaient parlé de rencontres improbables. Et c'est vrai qu'on en trouve partout de ces rencontres entre des mondes sociaux qui, jusqu'à présent, dialoguaient assez peu. Les agriculteurs, les salariés de toutes sortes. On trouve aussi bien des chauffeurs de taxi que des danseurs de l'Opéra de Paris. Et des danseuses, bien évidemment. On trouve des employés de magasins, des employés des chèques postaux, beaucoup, évidemment, d'ouvrières et d'ouvriers. Le monde lycéen qui est extrêmement mobilisé et qui est pétri de projets de pédagogie tout à fait créative. Vous rappelez aussi que mai 68, avant mai 68, l'année 67, avait connu de nombreuses luttes jusque dans les plus petites bourgades et les plus petites entreprises. Oui, 1967, c'est une année de pic de grève, et notamment la Rhodiaceta, c'est une grève très importante à Besançon, à Lyon. C'est la première occupation d'une usine. C'est l'idée quand même qu'on se bat, bien sûr, pour des revendications salariales, parce que les salaires sont très bas, les inégalités sociales sont très fortes à cette époque, et les cadences sont extrêmement élevées, la pression sur la productivité est très dense, elle aussi. C'est le mot d'ordre, c'est « nous sommes des hommes, pas des robots ». Donc c'est le fait de lutter contre la mécanique jugée aliénante du travail à cette époque. On travaille 46, 48 heures, 50 heures par semaine à ce moment-là. Vous revenez sur les émotions aussi éprouvées en 1968 et vous parlez même d'expériences sensibles du politique. Pourquoi la question des affects était-elle si importante dans les événements de 68? Quand on s'engage de manière générale, on le fait aussi parce qu'on a un moteur d'émotion, de joie, de colère, d'indignation. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental. Et en même temps, qu'il s'agit de ne pas opposer à l'intelligence, à la rationalité. Il y a une intelligence émotionnelle qui nous fait agir et qui nous fait nous engager politiquement. Pourquoi d'ailleurs le cliché de 68 sur l'émancipation sexuelle, la libération des mœurs, l'idée que plus on fait la révolution, plus on fait l'amour, revient-il toujours? Parce qu'on s'est surtout arrêté sur des slogans qui étaient très, très beaux, qui étaient très puissants, qui avaient une sorte qui était une poétique politique, mais c'est un petit groupe de situationnistes qui les a tracés sur les murs, et donc notamment le jouissons sans entrave. Mais je ne pense pas que l'ouvrière, par exemple, d'une usine textile dans les Vosges, qui est pourtant très mobilisée et elle aussi en occupation, disait jouissons sans entrave. Et donc ça fait partie de la complexité de l'événement. En fait, la sexualité en 1968 même n'est pas encore véritablement un enjeu
politique très largement partagée au sein de la contestation. De même que le féminisme découle de 68, mais n'a pas été nécessairement au cœur de 68. Non, il y a encore très peu de féminisme, de courants féministes en France, même s'il y a des traditions fortes de longue date. Il y a un retard par rapport notamment aux États-Unis, à l'Allemagne de l'Ouest, entre autres. Les femmes sont très mobilisées, très présentes et très agissantes dans les occupations, dans les piquets de grève, dans les manifestations, bien évidemment, qu'il s'agisse d'employés, d'ouvrières, de lycéennes, d'étudiantes et même certaines agricultrices. Mais pour autant, même si elles prennent la parole, évidemment, beaucoup de leaders ne se posent pas véritablement la question du fait qu'il s'agit tous d'hommes. Et donc, ce n'est pas une question qui est encore soulevée, là encore, politiquement. Elle ne le sera que plus tard, parce que beaucoup de femmes diront il y a eu une contradiction dans les termes en 68 et une forme de domination masculine s'est reproduite malgré notre aspiration à l'émancipation. Alors il y a beaucoup de commentateurs et d'acteurs aussi de 68, on les entend encore aujourd'hui, qui expliquent qu'il y avait beaucoup d'utopie dans le mouvement. Vous le disiez tout à l'heure, vous dites au contraire qu'il y avait aussi un message politique, qu'il y avait une vision du monde. C'était quoi ce message ? Bon, déjà, il y a des utopies concrètes. Moi, je pense qu'il faut se réapproprier le terme d'utopie et en faire quelque chose de particulièrement pratique, pragmatique et possible. Ce sont des mondes possibles qui s'ouvrent en 68. Je pense qu'il y a vraiment une aspiration à changer la vie. C'est ça qui structure 68. Et ce changer la vie peut se décliner sous la forme de réformes quotidiennes, de l'ordinaire, améliorer les conditions de travail, diminuer le temps de travail. Encore une fois, on passe beaucoup de temps dans les usines, dans les bureaux, dans les entreprises. Et donc, il y a quand même cette volonté-là. Et puis, partant de cet ordinaire, de ce quotidien, il y a aussi des aspirations révolutionnaires. Il y a une promesse révolutionnaire qui se dessine en 1968. Certains et certaines commencent à se poser la question de l'autogestion, se passer de patron, etc. D'une forme de démocratie directe, ça se pose à certains endroits. Et pourtant, vous le disiez, ça n'a pas abouti sur un changement de régime politique, ni même sur un changement de ligne politique. Non, à cet égard, c'est vrai que 1968, même s'il y a une véritable aspiration révolutionnaire, ne peut pas être véritablement considéré comme une révolution au sens classique et historique du terme, puisque le gouvernement ne change pas, le président de la République reste en place, les institutions de la Ve République ne sont pas ébranlées, et a fortiori le capitalisme, qui est pourtant pointé du doigt par beaucoup de contestataires en 1968, le capitalisme assassin qu'on retrouve sur les affiches des ateliers populaires, n'est pas fondamentalement ébranlé, même si il y a ce qu'on pourrait nommer une forme de révolution anthropologique, parce que c'est une révolution de la prise de parole, de la dignité, encore une fois, qui a des conséquences encore très profondes aujourd'hui et dont nous sommes les héritières et les héritiers. Certains disent même que le mouvement de mai 68 a précipité, voire a favorisé le libéralisme économique, l'individualisme contemporain. Bon, je pense qu'il y a un vrai contresens historique, mais qui est pratiqué avec une fonction politique bien précise de disqualification, de dénigrement de 68 chez ceux qui ont peur que quelque chose ressurgisse qui ressemblerait aujourd'hui à 68. C'est l'idée de dire que 68 a débouché sur l'individualisme ou le néolibéralisme. Simplement, il y a eu une forme de récupération d'idées qui étaient à l'opposé du néolibéralisme, qui étaient à l'opposé du marché comme valeur absolue, de la compétition et de l'individualisation des rapports de production. Cette idée, c'était soyons vraiment plus autonomes, arrêtons d'obéir à des hiérarchies, à des autorités plus ou moins arbitraires. Et donc, dans les nouvelles formes de management aujourd'hui et dans le cadre du néolibéralisme, le discours c'est « mais soyez vous-même, soyez des individus libres, soyez les entrepreneurs de vous-même ». C'est un message qui n'a rien à voir avec 1968, qui est une aspiration très collective à l'émancipation, mais qui aujourd'hui joue vraiment dans les relations de travail, qui vise à les individualiser, là où en 1968, les personnes qui rentraient dans la grève avaient le souci au contraire des solidarités dans les collectifs de travail. C'est une victoire pour qui, 68 finalement ? Je pense que c'est une victoire pour nous aujourd'hui. Encore une fois, moi je me sens en dette, même si c'est une dette joyeuse, ce n'est pas une dette pesante. C'est une victoire parce que, voilà, pour la première fois, il y a eu une grève générale extrêmement puissante où on s'est senti légitime, encore une fois, à occuper des places publiques, des lieux de travail, à revendiquer un monde vraiment différent. Et donc je pense que c'est à nous aujourd'hui de le réactiver, de réactiver cet imaginaire, on en a vraiment besoin. J'ai une dernière question, Ludivine Bantini. Il est beaucoup question de convergence des luttes en ce moment, voire de simultanéité des luttes en ce moment. Est-ce que c'est ça, la convergence, qui a rendu mai 68 possible ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'alchimie de l'événement. Tout à coup, il y a une rencontre sous l'effet de l'indignation par rapport à la répression policière, du 10 ans ça suffit par rapport au général de Gaulle, de l'opposition à une société de plus en plus étouffée,
étouffante et à certains égards écrasante. Et donc, voilà, il y a des forces sociales qui s'étaient beaucoup mobilisées au cours des années, des mois et des semaines précédentes, mais qui là, tout à coup, se rencontrent. Et c'est ce qui fait la force et la puissance de l'événement 68. Et justement, la tension sociale, les violences policières du moment, par certains aspects, vous font penser à ce qui s'est passé en 68. Est-ce que l'on vit les semaines pré-révolutionnaires d'après vous? C'est une question vraiment difficile. Il faudrait être prophète, mais on a envie de croire que, étant donné qu'on danse vraiment sur un volcan, on a envie d'imaginer et d'espérer que des changements profonds dans un sens de l'émancipation collective sont possibles. Je ne sais pas si ça passera par l'indignation face à la violence policière, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement virulente. Et on le voit quand la police vient liquider Notre-Dame-des-Landes ou vient, dès les 15 premières minutes d'une manifestation, gazer les manifestantes et manifestants en question. Merci beaucoup Ludivine Bantini. Vendredi, on termine notre semaine sur mai 68. Je recevrai la sociologue Julie Pagis, qui a travaillé sur les militants de mai 68, sur le profil des militants aussi. Vous avez une question pour elle? Oui, alors je peux m'adresser à elle directement. Bien sûr. Julie, tu sais que j'adore ton livre Mai 68, un pavé dans leur histoire, parce que tu as vraiment largement contribué à briser les mythes selon lesquels les anciens protagonistes de 68 seraient tous reconvertis au néolibéralisme. Et j'imagine que partout où tu vas, c'est quand même pour beaucoup un livre salutaire. J'aimerais bien te poser la question des réactions que tu rencontres, parce que beaucoup de gens se sont sentis sans doute dépossédés de toute leur histoire, avec toute cette parole hégémonique et médiatique qui a en quelque sorte étouffé la mémoire de 68. Donc quels sont les débats, les émotions que tu rencontres au cours de tes discussions? Eh bien, la question sera transmise. Merci beaucoup. Merci.